À chaque fois qu'on a un client, on l'invite à aller là-bas, à visiter, à se rendre compte. Alors on passe par des émotions incroyables parce que c'est des personnes qu'on essaye de préparer. Mais bon, vous savez ce que c'est, on passe sa vie à Paris dans le speed et puis à un moment donné, on arrive là et c'est vrai qu'il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Donc on accompagne vraiment bien les personnes qui vont là-bas. Tout le monde le dit, il y a un avant et un après. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Dans le précédent épisode, nous étions avec Benoît Vorillon, le fondateur d'Audity, et Pierre-Marie de Forville, notre expert Sapiens, pour parler finances. Petite parenthèse, j'en profite pour vous rappeler ce que fait Sapiens, qui accompagne Just Focus depuis le premier jour. C'est un family office augmenté qui a développé une méthode d'accompagnement patrimonial en s'appuyant notamment sur un leader de la gestion de fortune que vous connaissez peut-être, Ivesta. L'idée est de pouvoir accéder à des solutions d'investissement triées sur le volet dès 100 000 € alors qu'elles sont normalement réservées à quelques extrêmement privilégiés. Avec Pierre-Marie, qui est fondateur d'Ivesta et de Sapiens, et Benoît donc, nous avons parlé de comment s'organiser pour sécuriser ses finances avant de lancer sa boîte, comment gérer des rachats successifs en levant de la dette, etc. Et maintenant, place à la troisième partie avec Éric Henrion, l'invité de Benoît qui œuvre à Madagascar. Bonne écoute. On a quand même un invité de marque aujourd'hui et je voudrais qu'on ait le temps vraiment d'échanger avec lui, c'est Éric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Éric Henrion, Oui. fondateur de l'île aux enfants à Madagascar. C'est l'invité de Benoît parce que Benoît est très attaché au projet d'Éric. Et donc, déjà, j'ai demandé à Benoît, peut-être, de nous expliquer pourquoi il a voulu faire venir Éric. C'est toi, Benoît, qui va introduire ton invité. Et puis ensuite, Éric, tu nous expliqueras ce que tu fais au quotidien et comment tu as rencontré Benoît, comment Benoît t'aide. Et puis, voilà. Allez, je vous laisse là, le micro. Super, merci de effectivement me donner l'opportunité de présenter Éric et sa formidable association que moi j'ai découverte quand j'habitais à Madagascar. J'y ai passé à peu près 7 ans en famille, donc avec ma femme et mes enfants. Pays où je suis littéralement tombé en amour et en passion de par son peuple extraordinaire, les paysages également. J'ai fait la rencontre d'Éric au tout début de l'aventure Audity. Et comme je dis souvent, cette rencontre a changé quand même une bonne partie de ma vie en tout cas. Et je crois que le lendemain matin de ma rencontre avec Éric, je lui ai dit « je veux te soutenir ». Et Audity, je ne savais même pas encore si Audity allait gagner 1 euro de profit, mais on a commencé en tout cas, nous, à contribuer à cette association que je trouve formidable parce qu'elle touche à plusieurs problématiques que je trouve extraordinaires et qui me touchent personnellement. La première, c'est que ça touche à l'éducation. Moi, je suis fils de professeur et donc c'est un sujet qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Le deuxième, c'est que Madagascar, évidemment, est un pays fantastique et remarquable, mais aussi très pauvre. Et surtout, il y a la pauvreté que l'on voit et il y a celle que l'on ne voit pas ou que l'on voit moins. Et Éric n'a pas fait les choses à moitié et il est allé aider les enfants les plus vulnérables de la grande île de Madagascar. Et enfin, ça c'est pour la petite touche, pour ceux qui ont plus de 40 ans, il l'a appelé l'île aux enfants parce que littéralement c'est une île au milieu des marécages, mais ça n'a pas pu mieux faire écho dans mon cœur d'enfant que j'étais d'écouter Casimir toutes les semaines dans cette émission qui s'appelait l'île aux enfants. Donc je souhaitais mettre en avant cette association qu'Audity accompagne depuis une 12aine d'années et mettre en avant Éric et toute son énergie et tout ce qu'il apporte au quotidien à ses plus de 300 enfants. Donc merci Éric d'avoir fait le voyage depuis Madagascar pour venir échanger avec nous. Éric, alors Benoît en a déjà dit un petit peu, il nous a teasé sur le sujet.
Est-ce Ouais. que tu peux nous parler de ce projet de l'île aux enfants? Pourquoi est-ce que tu as monté ça? Comment est-ce que tu l'as fait? Alors, merci pour l'invitation. Merci Benoît. Merci Benoît de m'avoir invité à Paris, de me permettre de mettre en avant mon association, ma belle aventure. C'est aussi une entreprise sociale. Hein. C'est tout un projet éducatif que je mène depuis 13 ans. Alors, pour vous raconter un petit peu mon parcours, j'avais 22 ans, j'avais fini mon BTS, un BTS commerce, donc pas du tout dans le milieu de l'éducation. Et donc j'avais 22 ans, j'avais envie de voir le monde, de voyager. Et donc du coup j'ai pris mon sac à dos avec un ami et puis on est parti sur La Réunion et puis après sur Maurice on a voyagé. Et puis je me suis arrêté un temps à La Réunion pendant 3 ans où j'étais commercial, où je vendais des chauffe-eau solaires, je faisais du porte-à-porte, je vendais des contrats téléphoniques, etc. Mais ce métier ne me plaisait pas plus que ça. Et pourtant, j'avais une fibre plutôt associative qui germait en moi et je voulais travailler avec des enfants. Et j'allais régulièrement à Madagascar et je voyais toute cette pauvreté. Et du coup, en fait, dans les rencontres que j'ai pu avoir à La Réunion, on m'avait dit qu'on pouvait être instituteur à Mayotte sans avoir le diplôme d'enseignant. Donc en étant contractuel. Alors à l'époque, c'était en 2003, Mayotte était encore une collectivité départementale, territoriale, donc pas encore un département, un territoire très pauvre. Et je suis parti à Mayotte, et puis on m'a donné les clés d'une classe, et on m'a dit, bon ben voilà, maintenant tu es instituteur. Oh punaise, alors là, je peux vous assurer que ça a été compliqué au départ, parce que arriver dans une classe avec un public d'enfants et de gérer un programme, ça n'a pas été forcément très évident dès le départ. Sur les 8 ans, j'ai traversé les classes de maternelle jusqu'à la fin de primaire. Et puis, entre-temps, dans ce parcours d'enseignant, en contractuel, j'ai passé mon concours de professeur des écoles. Donc, je suis rentré en tant que professeur des écoles à Mayotte. Et malgré tout, je partais toujours à Madagascar. Je voyais toute cette pauvreté. Alors, tu le disais si bien, Benoît, c'est un pays magnifique, mais c'est un des pays les plus pauvres au monde, un des pays où la misère règne d'une façon assez difficile à voir. Et donc, quand je venais à Madagascar, quand je venais à Tana, je voyais tous ces enfants qui vivaient dans des bennes à ordures, dans des déchetteries, et ça me touchait énormément. Et je me suis dit, à cette époque-là, au bout des 8 ans d'enseignement à Mayotte, je me suis dit, j'avais 33 ans, je me suis dit, allez, alors j'étais célibataire à l'époque, je n'avais pas de femme, pas d'enfant, et je me suis dit, c'est le moment, si je veux faire une action, si je veux faire un projet par moi-même qui me ressemble, eh ben c'était le moment de le réaliser. Et les planètes se sont alignées, donc ça veut dire que je suis arrivé à Madagascar, j'ai cherché un terrain pour pouvoir construire mon école. Et de là, j'ai eu un appel d'un ami de Mayotte qui me dit, écoute, il était malgacho-maoré, et il m'a dit, voilà, mon père est décédé, il a un terrain dans les bas quartiers, dans les bidonvilles de Tananarive, tu l'as bien connu, c'était un instituteur avec qui tu avais travaillé, donc je le connaissais, et il m'a dit, prends ce terrain, je te le mets à disposition de ton association, tu crées une association et tu construiras une école en mémoire de mon père. Donc je suis arrivé dans ce quartier. Alors ce quartier, en fait, je vais vous le décrire, mais c'est un quartier extrêmement pauvre. Donc ça veut dire que le terrain était en troisième plan, dans un marécage. Alors Benoît est venu à plusieurs reprises voir le contexte de l'école et le contexte du quartier. Donc c'est un quartier qui est enclavé. On y accède par des petites ruelles, des coupes-gorges. Et puis après, il faut traverser des passerelles. C'est un quartier marécageux, une déchetterie. Et donc on y accède par des passerelles branlantes pour arriver jusqu'à un terrain vague. Et ce terrain vague, qui n'était pas forcément un terrain vague, c'était un marécage, il fallait que je construise une école. Et là, je me suis posé, je me suis dit, bon, ok, d'accord, comment on va j'avais pas un sou en poche hein, pour monter cette association, pour monter cette structure.
J'ai appelé ma famille pour avoir des conseils. Et puis j'ai un frère jumeau qui travaille au même téléopérateur avec lequel tu avais travaillé à l'époque. Et puis on a monté un dossier de partenariat, un dossier employé, donc pour une levée de fonds, de subventions. Et on a réussi à monter un dossier qui nous a amené 20 000 euros. Ces 20 000 euros m'ont permis de construire mon premier bâtiment. Et donc, j'ai monté ma structure petit à petit. Premier bâtiment, 2 premières classes, des classes de 4 ans, des enfants de 4 ans. Et puis après, chaque année, j'augmentais mes effectifs. Et donc, j'ai par la suite, en fait, j'arrivais à la fin du cursus maternel. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Donc, il faut que je construise les primaires, le bâtiment primaire. Et donc, du bâtiment maternel, bâtiment primaire. Et puis, en fin de primaire, les enfants, il fallait les amener vers le collège. Et je n'avais pas forcément envie d'ouvrir le portail de l'école et leur dire continuez votre cursus, alors que moi je n'étais que instituteur, je ne connaissais pas le parcours d'enseignement collège et lycée. Et j'ai construit donc le maternel, les primaires, le bâtiment collège, le bâtiment lycée. Et donc maintenant ça fait 13-14 ans que je travaille, que je vis avec ces enfants. J'ai été adopté par les gens du quartier et moi-même j'ai adopté ces enfants et donc 13-14 ans plus tard, j'ai plus de 300 enfants de 4 ans à 18 ans, des enfants qui, il y a 13-14 ans, étaient mes tout petits et qui, aujourd'hui, sont mes premiers bacheliers. Donc ça veut dire que c'est toute une continuité d'accompagnement de ces jeunes. On a eu 90% de réussite au bac. Il y a un examen d'entrée en 6e, on est à 100% de réussite pour l'examen d'entrée en 6e. Et malgré tout, en fait, dans ce contexte très compliqué, parce que c'est une très belle école que j'ai construite, parce que pour se sentir épanoui et pour mener à bien un projet, il faut se sentir épanoui. Et vivre 13 ans dans une déchetterie, je peux vous assurer que il faut se sentir bien. Et puis donc du coup, j'ai mis des dispositifs d'éducation dans cette école où chaque classe a mis en place un potager hors sol pour cultiver, pour se responsabiliser. On a mis un poulailler pédagogique aussi où les enfants apprennent à entretenir un poulailler, à récolter des œufs, à faire des recettes de cuisine, à amener les œufs également pour notre cantine. Et là aussi, je parle de cantine parce que avoir une cantine, c'est important. Si un enfant va à l'école, en premier lieu, c'est pour manger. C'est que si un enfant ne mange pas, il n'aura pas la possibilité de s'épanouir, de grandir et de travailler correctement. Donc, on a mis en place une cantine scolaire pour ces 300 enfants. Et je me posais la question, c'est des enfants qui étaient dans la rue que tu as recueillis ou c'est des enfants... Parce que j'imagine qu'il y a aussi des écoles à Madagascar, ils n'étaient pas scolarisés ces enfants à la base. C'est quoi la règle? L'école est obligatoire, pas obligatoire? Alors, comment ça fonctionne le système scolaire malgache? C'est assez compliqué, c'est un sujet très, très long à débattre. Mais alors déjà, dans un premier temps, les enfants que j'accueille à mon école sont des enfants qui sont à proximité de l'école. Donc ça veut dire qu'on appelle le quartier à Madagascar, on appelle ça un fouktan. Le fouktan, c'est un chef-lieu. Ce chef-lieu, il y a 15 000 habitants. 15 000 habitants qui vivent dans des contextes de vie extrêmement difficiles. Ils vivent les enfants dorment à même la terre battue, dans des maisons en bois, en chute de bâches. Et puis, en saison d'été, il y a toutes les inondations qui font que, en fait, beaucoup de familles sont sinistrées. Et imaginez-vous une période des pluies où on a des inondations dans un marécage, dans une déchetterie, où les gens font leurs besoins dans le marécage. Donc ça relève toutes les immondicités qu'on peut imaginer et ça éveille aussi tous les problèmes, tous les maux, toutes les maladies qui en émergent. Donc des pneumonies, des tuberculoses. Il peut même arriver qu'il y a eu des cas de peste, une peste endémique. Donc c'est un tableau assez noir que je vous dépeins, mais c'est la réalité des choses. C'est vrai que c'est malheureux, ce genre de quartier est ainsi fait. Et donc ces enfants qui gravitent autour de l'école n'ont pas accès à l'école.
Alors les écoles publiques sont déjà surpeuplées. Malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas payés. Il y a un décrochage scolaire qui est énorme parce que même si l'école est gratuite à Madagascar dans les écoles publiques, il faut quand même payer les fournitures scolaires. Il faut quand même pouvoir manger. Si tu ne manges pas, ça veut dire qu'il faudra que tu retournes dans la rue pour travailler. Et donc, il n'y a pas de continuité scolaire. Si je peux ajouter un élément, à mon avis, qui est important, qu'Éric a créé, c'est qu'en fait, de cette zone marécageuse, c'est très compliqué. Moi, j'y suis allé quelques fois, mais c'est très compliqué d'en sortir. Donc, en fin de compte, même techniquement, physiquement, aller dans une école qui serait à l'extérieur, déjà, c'est très compliqué. On parle de marcher déjà une demi-heure pour sortir des marécages. Et ensuite, il faudrait encore aller plus loin pour aller trouver une école. Très compliqué. Mais les parents, ce n'est pas leur priorité majeure déjà. Il faut comprendre que les priorités sont très différentes. On parle de survie. Et c'est là où je veux revenir au projet d'Éric qui m'a semblé magnifique et dont le nom est approprié. C'est l'île aux enfants, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment physiquement maintenant, grâce aux remblais qu'Éric a pu réaliser, des remblais de terre, c'est une véritable île de bonheur au milieu d'un endroit infernal. Et les enfants, en fait, passent en quelques passerelles, donc avec une proximité, passent en quelques passerelles d'un endroit qui est infernal à cette île qui est un moment de bonheur. Ils arrivent, ils ont accès à des douches, ils ont accès à des vêtements propres tous les matins avant de rentrer en salle de classe. Ils ont accès à l'hygiène, on leur apprend ce qu'est l'hygiène, on leur apprend à avoir une alimentation saine. Et bien sûr, une fois qu'on a dit tout ça, on peut leur enseigner le savoir. Voilà. Et je pense que la clé de la beauté du projet d'Éric, selon moi, est qu'il n'a pas fait une école qui serait en dehors de ces marécages. Il l'a faite au cœur des marécages. Et c'est ce qui change tout. Pour moi, c'est ce qui change tout. C'est ce qui fait que ces enfants, la même école en dehors des marécages, ils n'y seraient même pas allés. Même si on leur avait dit, mais on va les conduire, il y a quelqu'un qui va passer les prendre par la main, qui va les amener, ça n'aurait pas fonctionné. Là, le fait que Éric vive lui-même toute cette journée au cœur de ces marécages, que l'école soit physiquement quelque chose aussi que les parents voient. C'est-à-dire qu'il y a aussi une appréhension de se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi mes enfants doivent aller à l'école, pourquoi ils iraient, etc. Mais les parents sont impliqués dans le projet et voient ce qui se passe au quotidien. Et donc, voient leurs enfants, qui vont aller évoluer et peut-être graviter vers un autre niveau social. Oui, comme tu dis, en fait, c'est une école famille où les enfants, les parents sont impliqués dans la vie scolaire. C'est-à-dire que il faut savoir que cette école, donc ça veut dire, ce sont 5 bâtiments qui ont été construits au fur et à mesure des années. Tout a été acheminé à dos d'hommes et à dos de maman aussi. Ce sont les parents qui se sont impliqués, ce sont les parents qui se sont investis à nous aider à construire cette école. Et donc du coup, moi je leur dis très souvent, c'est pas mon école, c'est leur école, c'est leur environnement. Et cette école, elle est extrêmement bien tenue, elle est rayonnante, elle est joyeuse, elle est vivante, elle est occupée par des enfants qui entretiennent cette école. Et puis, voilà, il a fallu également, sur ce projet scolaire, faire aussi un projet de développement de quartier. Parce que, malheureusement, je ne peux pas scolariser tous les enfants de ce quartier. Et donc, là, j'en scolarise plus de 300. Mais également, j'ai mis en place des projets qui me permettent en fait de décloisonner ce quartier. Donc ça veut dire qu'on a construit des passerelles, on a construit plus de 2 km de passerelles en béton pour que les gens puissent circuler en toute sécurité pendant la saison des pluies, aussi pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies. Il faut savoir quand même qu'il y a, sur ce quartier de 15 000 habitants, il y a 3 bornes-fontaines. Des bornes-fontaines, c'est l'accès à l'eau. 3 bornes-fontaines, ce sont 3 robinets. 3 robinets d'eau pour 15 000 habitants. Donc l'accès à l'eau est extrêmement compliqué. Et donc permettre déjà de pouvoir faire un accès où les gens puissent prendre les bidons d'eau et de pouvoir circuler en toute sécurité sur des passerelles. Quand on parle en sécurité, il faut comprendre que c'est sans se noyer. Voilà.
Donc c'était important. Et ces passerelles ont été réalisées avec la contribution, donc la main-d'œuvre du quartier, et c'est moi qui suis allé à chercher les financements. Et puis, on a mis également en place, avec un autre ami, une association juste en face de notre école qui permet de nourrir plus de 800 enfants du quartier. Donc ça veut dire qu'à notre école, on nourrit 300 enfants, et puis on a une cantine de quartier qui permet de nourrir également 800 à 1200 enfants par jour. Voilà, des enfants qui vont peut-être dans des écoles publiques, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir manger. Des enfants qui vont dans la déchetterie pour glaner des morceaux de charbon ou chercher voilà, de quoi manger. Donc ça leur permet, c'est aussi une aide, alors un peu plus d'urgence. J'imagine qu'avec 300 élèves, tu as un corps professoral que tu as recruté, c'est ça ? C'est ça. Et c'est aussi des personnes du quartier ou ils viennent de l'extérieur pour enseigner ? Alors en fait, quand j'ai construit, quand j'ai ouvert mon association, quand j'ai ouvert mon école, alors tout a été progressif. Ça veut dire que je suis pas arrivé en mode où je construis une énorme structure. Ça a été en fait, ça a été progressif. Et puis donc quand je suis arrivé, j'ai monté mes 2 premières classes. J'ai embauché du personnel, bien entendu, du personnel du quartier. C'est le personnel du quartier que j'ai formé, que j'ai accompagné et qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a une autre chose, c'est-à-dire que donc sur ces 13 ans d'accompagnement d'enfants, il y a bien entendu une augmentation d'élèves, une augmentation de collaborateurs et de salariés. Et maintenant, tu as des anciens élèves. Et c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Ça veut dire qu'on est passé de 3-4 enseignants à 35 employés. Et puis, sur ce parcours scolaire, depuis ces 13 ans, il y a des jeunes qui étaient en décrochage scolaire. Donc, des jeunes qui n'avaient pas l'ambition, qui n'avaient pas le potentiel à finir leur scolarité. Et donc, j'ai mis en place des formations à l'école. Une formation qui m'est très chère, c'est l'enseignement. Et je permets à des jeunes filles de l'école de pouvoir faire une formation d'enseignante au sein de l'école. Elles ont 15 ans, elles font une formation de 3 ans, elles auront 18 ans à la fin de leur formation et elles pourront passer leur examen d'autorisation d'enseigner et elles feront partie de mon staff. Et donc en fait c'est ce cercle vertueux. Au bout d'un moment, j'ai plus forcément besoin de chercher des gens à l'extérieur. Je peux également travailler avec mes jeunes et ces jeunes qui de mieux peuvent connaître la vie, le quotidien des plus petits. Donc c'est voilà. Et il y a une autre formation que j'ai mis en place, une formation professionnelle, parce que là aussi, je permets aux enfants de passer le bac, mais il faut aussi leur permettre d'avoir une formation professionnelle. On a mis en place une formation professionnelle à l'art culinaire. C'est-à-dire que au sein de l'école, on a mis en place une salle dédiée à la formation de la cuisine, une cuisine tout équipée en inox, sol époxy, avec un dispositif de marche en avant pour que les enfants puissent travailler comme s'ils étaient dans un restaurant. L'idée, c'était de faire en sorte que les jeunes soient accompagnés par un maître formateur. Et ce maître formateur, ce formateur à l'art culinaire, est une personne très connue parce qu'il fait des émissions de télévision c'est un grand chef. Et donc, en fait, on a des référents qui viennent travailler avec nos jeunes et ça donne envie aux jeunes de réussir. Et voilà, et donc là on est sur notre 3e promotion cette année, une vingtaine de jeunes qui font 3 TP par semaine avec un cours théorique par semaine et un cours scolaire également pour continuer leur cursus scolaire et au bout de 2 ans de formation avec des stages en entreprise dans des grands restaurants, donc ils sortiront de cette formation pour rentrer dans un monde formel avec un diplôme reconnu par le ministère de la Formation et également donc en fait avec un métier en poche et je peux vous assurer que
quand on est dans un quartier aussi compliqué, pouvoir sortir de ce quartier et de pouvoir rentrer dans la vie active avec un véritable métier. Et ce sont des métiers que je souhaite mettre en place avec des débouchés et pour des jeunes. Donc ils deviennent commis cuisiniers et puis certains deviendront certainement des grands chefs. Et Audity a pu tester pour que les jeunes s'entraînent à faire la cuisine en service traiteur et c'était absolument divin. Ouais. Excellent. Tu fais lien en plus avec ma question d'après. En fait, j'ai envie de t'écouter nous parler de l'île aux enfants pendant des heures. Je sais on peut pas, mais c'est très frustrant. Je viens de voir un jour. Mais, il faut venir, exactement. Et je me demandais justement, toi, dès le tout début, tu as été séduit et tu as eu envie d'accompagner Eric. Aujourd'hui, Audity a beaucoup grossi. Comment est-ce que très concrètement vous travaillez avec Eric? Est-ce que c'est, je sais pas, un versement, j'imagine une aide financière? Est-ce qu'il y a aussi des ponts que vous avez pu faire avec tes équipes? Tu parlais des traiteurs. Enfin voilà, je serais curieuse de savoir comment est-ce que tu articules aussi ces deux branches-là. Oui, alors d'abord, on a une personne à qui j'envoie un petit clin d'œil, qui est une collaboratrice Audity depuis pas les premiers jours, mais presque, qui s'appelle Ads, qui pilote en fait ce partenariat et d'autres, mais tout particulièrement celui-là depuis les tout débuts. Au départ, moi j'ai aidé à titre personnel en parrainant une petite fille que l'on parraine toujours. Qui est au lycée maintenant. Qui est au lycée maintenant, qui a bien grandi, qui a l'âge de mes enfants, qui est formidable. Et puis effectivement en impliquant Audity. Alors au début c'était par on va dire effectivement un accompagnement financier qui pouvait être ponctuel. Puis après, on a fait évoluer un peu cet accompagnement de différents... En fait, dès qu'on avait des opportunités, c'était plutôt en fonction de nos idées. Donc, on a fait des collectes de vêtements en France qu'on a envoyés là-bas. On a fait... il y a pas mal de projets. On a incité à un moment donné nos collaborateurs, s'ils le souhaitaient, à parrainer également, collaborateurs et proches d'ailleurs, à parrainer un enfant. Et puis après, on allait un peu plus loin et puis on a commencé à... inciter nos clients, en fait, c'est-à-dire que ce que l'on fait grâce à Ads, à qui j'ai envoyé un petit clin d'œil tout à l'heure, c'est que à chaque fois qu'on a un client on l'invite à aller là-bas, à visiter, à se rendre compte. Alors on passe par des émotions incroyables parce que c'est des personnes qu'on essaye de préparer. Mais bon, vous savez ce que c'est. On passe sa vie à Paris, dans le speed, dans le luxe aussi. Et dans le speed, et puis à un moment donné, on arrive là, et c'est vrai qu'il y a une charge émotionnelle qui est très forte, donc on accompagne vraiment bien les personnes qui vont là-bas, tout le monde le dit, il y a un avant et un après, et en fait, à force simplement de les sensibiliser sur le fait que on leur soumettait l'idée de pouvoir aussi accompagner l'association, et puis à un moment donné, on est allé plus loin, et puis on propose en fait, du coup, à pas mal de marques, de contribuer directement ou indirectement via Audity, en tout cas selon tous les formats. Donc on a tous les formats. On a par exemple certaines marques, c'est une partie du chiffre d'affaires que l'on reverse à l'association L'île aux enfants. Et puis il y en a d'autres, elles se sont dit non, nous on va les aider en direct parce que ça nous permet d'avoir aussi de la cohésion sociale. Donc ils se sont mis à aider en direct L'île aux enfants grâce à Audity, et nous, peu importe, en fait, on est simplement content que l'association grandisse, qu'il y ait des nouveaux bâtiments, des nouvelles idées, des nouvelles formations. Et puis voilà, donc maintenant, c'est vrai qu'on est très processé, on a vraiment une personne qui est quasiment dédiée à ça. On sensibilise toutes nos équipes partout dans le monde sur les différents projets que l'on a. Celui-ci étant le premier d'Audity, donc... Voilà, aussi pour cette raison que je voulais qu'Eric soit là pour partager avec passion, comme vous avez pu l'entendre et le voir, son projet qui est merveilleux à mes yeux. Oui, et on est ravis que tu aies eu cette idée, et je remercie vraiment tous les deux d'avoir fait le déplacement. J'ai une dernière question à vous poser, et puis après on va s'arrêter parce qu'on a largement dépassé. J'aime bien quand même demander à mes invités un conseil pour les personnes qui nous écoutent. Alors il y a eu plein de choses qui ont déjà été dites et qui sont peut-être retenues, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aviez envie de faire passer comme message, ou un conseil que vous aviez envie de donner pour... Par exemple, quelqu'un qui aurait une entreprise qui aurait envie d'aider une association, par exemple, ça peut être aussi des valeurs, créer quelque chose. Je crois qu'il faut un peu laisser, de toute façon, toujours parler un petit peu son cœur. Moi, c'est encore une fois, j'ai expliqué, je crois, tout à l'heure que cette rencontre avec Eric avait beaucoup résonné.
parce que ça touche un sujet qui est très présent chez Audity de par ses origines. C'est que simplement, moi, j'ai toujours été en admiration devant ma maman. Ma maman était professeure, j'ai toujours beaucoup parlé d'éducation avec elle. Et naturellement, du coup, Audity s'est orienté vers l'éducation. Et moi, si j'ai un conseil à donner, faites pas d'associatif parce que c'est la mode, ne faites pas d'associatif parce que c'est des opportunités. Faites juste parler votre cœur et normalement, votre cœur vous emmènera, vous guidera naturellement vers les sujets qui vous passionneront. Et du coup, 13 ans après, on peut effectivement se regarder avec Eric, se prendre un petit déjeuner ce matin tous les deux et se dire génial, ce chemin parcouru, tous les deux en partant de zéro, on a évolué et on a évolué aussi ensemble. Donc voilà, mais parce que je pense qu'il y a eu ce côté cœur. Voilà, donc moi, le seul conseil que je donnais, parce qu'effectivement aujourd'hui, on peut entendre de temps en temps certains entrepreneurs se dire qu'en fait, on peut pas créer une boîte si on fait pas du RSE. Non, c'est pas ça le sujet, c'est laisser vraiment parler votre cœur et vous en ferez naturellement. Il y a pas, moi, il y a 13 ans, c'était pas la mode. Du coup, c'est pas... Il n'y a pas d'obligation à le faire, il faut le faire quand on se sent prêt, il faut le faire avec des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais encore une fois, si on écoute son cœur, ça fonctionnera. Top. Et toi, Eric, qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose ? Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est que, bien entendu, on a besoin de soutien, un soutien financier, bien entendu, pour aider l'île aux enfants. Pour aider l'île aux enfants. Mais ce dont on a aussi besoin, c'est un échange. Ça veut dire qu'avec Audity, par exemple, c'est vrai que les enfants ont besoin aussi d'avoir des gens qui viennent pour faire une interaction avec ces enfants. Et je pense qu'on a créé des échanges avec des équipes de foot de Audity, avec les jeunes de mon école. Donc il faut créer de l'interaction avec le monde du RSE. Il faut que ce soit humain et il faut impliquer les collaborateurs des entreprises pour mettre en place des projets. On peut financer peut-être la peinture d'un bâtiment, mais on peut également demander aux collaborateurs de venir peindre le bâtiment. Et donc, en fait, là, ça donne du sens en fait, à un projet de RSE. Et pour ça, il faut que ce soit le cœur qui parle. On va terminer là-dessus. Merci à tous les trois. Merci Pierre-Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode de Just Focus, nous accueillerons Déborah Berger, CEO du groupe Bonum. Avec elle, nous allons aborder un nouveau sujet que je trouve particulièrement intéressant et que nous n'avons jamais traité dans Just Focus, c'est celui de la reprise d'une PME avec l'appui d'un fonds de MBI. Je ne rentre pas dans le détail car Déborah le fera bien mieux que moi, mais j'espère vous retrouver très vite. À bientôt.